Voilà, bon, bah, du coup, on a rouvert des bières. Chin à toi. Voilà, tiens. Bon, merde, même s'il est un poil tôt par rapport à notre moyenne, peut-être. Enfin, le moment qu'on parle, donc on Non, sait moi je suis au aussi. chômage. Oui, c'est vrai. Ah oui, toi aussi. Moi aussi, mais. T'es pas encore habitué. Non, pas encore. Non, je plaisante. Mais, Ça fait seulement un mois que j'ai soutenu et je me devais de tenir un rythme de vie à peu près disons correct. que exceptionnellement, voilà. On s'ouvre. On s'ouvre des bières. Et ouais, donc on était en train de justement de discuter de nos limites dans le débat et de toi, du coup, une expérience aussi que tu as eue. Où en fait, des gens pas attachés au réel, quand toi tu leur opposes justement des infos arguments sourcées, argumentées, tout en étant courtois Oui, et sans- respectueux, vraiment en étant. ils te retrouvent à te bloquer ou ils te retrouvent à t'insulter. Ce sont des gens, oui, effectivement. Donc en fait, ils ont. Le débat, pour moi, enfin c'était ça la question que je voulais te poser. Comment est-ce que tu penses, toi, qu'on peut contourner cette limitation du débat due aux médias sociaux actuels qui en fait te permettent soit d'insulter des gens gratuitement et donc en fait de pas rester sur le fond, en fait tu peux instantanément sortir du fond quand tu veux, ou de le refuser. Le problème, ce c'est que débat. c'est des réseaux sociaux qui sont très intéressants pour l'information, comme Twitter par exemple, mais Ouais. qui sont basés par exemple. Essayer d'avoir un débat sur Twitter, c'est possible, mais c'est difficile quand tu dois le faire en. 180 caractères. Voilà, exactement. Et en général, ça attire des gens qui sont attirés justement par cette facilité. Tu balances une punchline, voilà, mais souvent ça ne va pas plus loin. Et quand tu leur opposes, quand tu réponds vraiment et que tu opposes, mais vraiment des choses simples, des arguments, je suis pas d'accord pour ça, ça arrivait très souvent que il faut en général un message de plus avant que ce soit une insulte, genre. Voilà. On remet en cause les capacités cognitives à pouvoir réfléchir Oui, et correctement. puis ça et des insultes plus violentes, voilà. Et t'es un facho, donc je t'empêche de parler. Alors que c'était. En plus, le sujet n'avait strictement rien à voir avec la droite ou machin. Et oui, mais. Il y avait vraiment rien de raciste, c'est vraiment même l'antithèse du truc. Mais c'est vraiment le réflexe. Non, lui c'est un facho, machin, il est pas d'accord avec moi. Ouais. Donc c'est parce qu'au final c'est ça. Aujourd'hui c'est simplement tu n'es pas d'accord avec moi, donc T'es un facho. voilà, t'es forcément facho. Donc c'est compliqué déjà d'avoir On un débat avec ça. on parlait justement de ça, des gros mots qu'on te lâche très facilement maintenant. On te traite de facho pour un nom, de raciste. On m'a jamais trop traité de facho, on m'a traité de raciste plus. On m'a traité d'anti-vegan aussi, ça m'a fait rigoler. En mode, c'est pas bien d'être anti-vegan, alors que bon, j'étais juste en train de questionner le véganisme. Enfin, voilà. Oui, il y a une différence entre. Il y a une différence entre avoir des doutes et pas accepter tout ce qu'on te donne. Si être anti-vegan, c'est pas être vegan, ouais. Ou remettre en cause certains aspects, effectivement, genre, c'est compliqué de discuter. Quoi. Mais il y a aussi, du coup, pas mal d'autres mots qu'on te balance à tort et à travers. Génocide, on en parlait tout à l'heure. On parle de génocide quand il n'y en a pas, ce qui fait que les vrais génocides ne sont en fin de compte on reconnus. banalise. On les banalise. Ouais. Donc, pareil pour le fait d'être fasciste ou d'être nazi. Ou alors bon, nazi c'est peut-être un peu moins souvent. Non, mais c'est un exemple. En général, c'est facho ou voilà, raciste. C'est le réflexe de base. C'est devenu le réflexe de base pour tout. Voilà. C'est-à-dire que comment on arriverait à se départir de ça, à ton avis ? En reprenant possession de l'éducation nationale, idéologiquement déjà, peut-être, parce que réapprendre aux gens à penser. D'où que je te disais, proposer une école en parallèle sur Internet, accessible à tous, un peu dans ce que faisait, dans la veine de ce que faisait Michel Onfray. À tous, mais qui va y aller ? Oui, voilà. Des gens qui ont déjà envie on est de d'accord. sortir de ça. Mais au moins, déjà, tu vois, faire exister cette solution alternative dans le monde réel permettra de... Aujourd'hui, il y a tellement de podcasts, de choses comme ça. Quelqu'un qui veut peut trouver tout seul le fait. Mais en fait, il faudrait, moi dans l'idée, tu vois, que j'aurais, ce serait de faire une plateforme en parallèle de l'éducation nationale où tu regroupes typiquement ce que moi je fais un petit peu sur mon compte YouTube, où en fait je me crée des playlists sur un sujet, et j'engrange dedans. Mais tu as des cours en ligne, tu voudrais dire une plateforme sur laquelle on regrouperait. Voilà, en fait, on regroupe tout ça. Une sorte de Moodle, enfin des MOOC, c'est ça, mais tu veux dire. Voilà, c'est vraiment structuré avec un programme général. Non, mais même sans ça, tu vois, même sans un programme, mais tu vois. Typiquement, regrouper tout ce qui est d'intérêt public sur ce truc pour que n'importe qui a envie de se dire j'ai envie d'avoir une vision plus complète des choses parce que je peux pas avoir une vision complète des choses en bouffant BFM TV et un endroit centralisé où tu as tout. C'est-à-dire que par exemple on parlait de Michel Zecler et ce sera toujours orienté non mais je parlais de l'affaire Michel Zecler au tout début du podcast. Tu vois, typiquement, quand tu fais un truc comme ça, tu références l'une à côté de l'autre. La vidéo de Loopsider, la vidéo de Noah Manoir qui analyse ça, mais d'un prisme plutôt policier de gauche, sur un média de gauche, et le gars de Touche pas à mon flic
qui lui est plus policier, et qui avoue être à la charge du traitement de l'affaire qui a été fait par le journaliste par les médias en général. Donc du coup, t'as ce qui a été présenté, et t'as deux autres points de vue diamétralement opposés, ce qui te permet de remettre en perspective un sacré paquet de choses. Et moi, c'était ça plus que je voyais. Par exemple, toutes les vidéos d'intérêt public, type débat d'idées, je sais pas si tu connais cette chaîne YouTube. Non. C'est un mec où il fait des débats d'idées, c'est-à-dire qu'il invite des gens un peu comme là on est en train de faire, mais sur internet par contre lui. Donc ce qui est censé être un vrai débat en fait. Voilà, il fait des débats. Des points de vue réellement différents. Voilà, il fait des débats contradictoires. Parce qu'on voit à la télévision française. Exactement. Aujourd'hui. Il fait des débats contradictoires. Là par exemple, il en a fait un dernièrement sur le féminisme. Il a 3 féministes sur le plateau. Une qui est une jeune qui commence et qui documente l'évolution de sa pensée féministe, une qui est une féministe de longue date. Du début du féminisme. Non, parce qu'en fait, sa mère était féministe aussi, et elle était féministe dans le Moyen-Orient. Ouais. Elle est née dans dans les îles, je sais plus. Donc c'est quand même autre chose. Donc c'est quelqu'un qui a connu toutes les vagues plus ou moins toutes les vagues du féminisme, ou au moins qui en a hérité. Parce que entre la féministe des années 70 et la féministe actuelle, c'est compliqué. Enfin, il y a vraiment un écart idéologique très qui important. est plus une féministe intersectionnelle indigéniste. Qui se définit comme ça, mais aucune des trois n'est hystérique, parce que c'est un peu le problème que moi j'ai. C'est un mot fort que tu colles là-dessus, on est d'accord. Non, mais c'est pas vrai que pour le féminisme. Parce que là, en plus, on va peut-être traiter de machiste parce que tu. Là, on va se faire traiter de machiste. Non, mais j'ai pas peur de ça, mais. Mais sur tous les sujets, c'est tout. C'est que tu parles d'un sujet, c'est ça en fait. Le gros problème, c'est que tu veux entamer un débat, tu as 9 personnes sur 10 qui vont très vite s'énerver. Voilà, ça va être hystérique et se bloquer, et ça va vraiment rester sur un affrontement. C'est vrai qu'en fait, pour avoir un débat, il faut avoir beaucoup de discipline. Et c'est un truc que déjà nos politiciens n'ont plus, parce que tu vois comment est-ce qu'ils font n'importe quoi dans l'enceinte de l'hémicycle. C'est assez affligeant, je trouve. Et c'est quelque chose que tu n'as pas, mais c'est pareil. Je suis pas d'accord. La politique au début du XXe siècle. Oui, on tapait avec des chaussures sur les bancs. Pas, mais ce qui s'envoyait dans la tronche, c'était autre chose. C'était peut-être tu avais du sale juif, sale gauchiste. C'est vrai, mais après tu vois ça. Du sale coco ou machin. C'était. Oui, mais tu vois, tous ces gens étaient dans une enceinte fermée régulièrement ensemble. Il n'y avait pas de mort. Non. Et comment dire, au moins il y avait. Si ce n'est un débat, au moins une catharsis, ça c'est sûr. Parce qu'en effet, quand tu traitais de sale coco un député qui était à l'opposé de l'hémicycle pour toi, ça exprimait quelque chose qui devait se retrouver aussi dans la population. Oui, mais ça c'est une théorie. Mais maintenant ils sont tous copains. Ça circule pas mal à droite, mais je suis assez d'accord. C'est que le rôle de la politique, c'est justement de sortir cette violence-là verbalement de la population. Si tu ne la sors pas et que tout reste lisse, tu vas avoir une frustration qui va s'exprimer dans la rue. Exactement. Ouais. C'est d'ailleurs ça qui me fait rigoler, c'est que les politiciens, en ce moment, le monde politique et les décideurs politiques en France, se crispent sur le peu de pouvoir qu'ils ont, parce qu'en fin de compte, ils sont à la merci de tous les gens qui sont les plus gros lobbyistes, les plus grosses entreprises. Ils sont aussi à la merci de l'Europe, en fin de compte, de l'Union Européenne, pardon, pas de l'Europe, parce que justement je fais une opposition forte entre l'Europe, qui est un endroit géographique avec une histoire commune, et l'Union Européenne, qui est une organisation supranationale complètement débile. Une différence énorme entre les deux, bien sûr. Voilà, je veux dire, je suis pas anti-européen, je suis anti-Union Européenne, en tout cas dans la forme qu'elle a maintenant. On est d'accord là-dessus. Voilà, et du coup, en fait, Macron et toute sa clique, en fin de compte, ils ont un pouvoir et une marge de manœuvre très limitée. Et moi, ça c'est. À chaque fois que j'en parle, je l'exemplifie avec un truc qui est assez choquant. C'est que quand il est arrivé au pouvoir, Macron il était un peu dans ce que tous les politiciens qui viennent président rencontrent, c'est-à-dire une période d'état de grâce en fait, où il y a un espèce d'effet, il est nouveau, on va le laisser faire, il a un peu les coups des franches. Qu'est-ce que le mec fait ? Il se prend 5 euros d'APL à tous les gens qui touchent des APL, ça lui fait 70 millions, donc il fait des économies de 70 millions, alors que chaque année l'État s'endette de dizaines de milliards. Donc il y a un rapport de 1000 entre ce qu'il est en train de faire et ce qu'il essaie de régler, en fin de compte. Et ces 70 millions-là, bizarrement, ils se retrouvent dans un budget pour une aide aux grandes entreprises 2 mois plus tard. Donc c'est un mec qui rogne dans les coins, littéralement. Je veux dire, 5 euros à des étudiants, c'est un rognage dans les coins. Tu fais les fonds de tiroir. Oui, c'est vraiment ça. Oui. Ça pour le donner aux entreprises. C'est quand même assez magnifique que, en fait, on élise un gars, ou une fille, je veux dire, je m'en fous. Oui. On pourrait élire un ordinateur d'ailleurs, que ça ne ferait pas plus de mal. Est-ce que ce serait pas mieux ? C'est ce que ce serait pas mieux, on se demande des fois. Mais en attendant, ce genre de choses, c'est des ajustements dans les marges
ils vont jamais au fond des sujets déjà, mais ils font jamais de réformes vraiment structurales non plus. Ou alors, c'est pour nous faire perdre du pouvoir, nous pour détricoter les trucs. C'est-à-dire qu'on a vu ça avec toutes les grandes entreprises et toutes les grandes filières nationales. On fait en sorte de faire des réformes à la con pour qu'elles soient en déficit. Ah, vous voyez, ça marche pas. La solution, c'est le libéralisme. On libéralise, donc on fait sauter les normes, on fait sauter les barrières, on privatise. C'est ça. De toute façon, ça marche pas mieux. De toute façon, tout va s'autoréguler. Voilà, tout va s'autoréguler, sauf que non. Bah oui, non. On peut parler de ma grosse facture d'électricité là, qui est tombée, qui m'a bien fait mal. Oui. Quand on me dit que le prix de l'énergie est pas si important que ça dans le budget d'un foyer, parce que c'est ce que disent les gens de l'INSEE. Et encore parce qu'on a encore du nucléaire. Attends. Voilà. Ceux qui sont pour les centrales au charbon et l'écologie, vous allez pleurer parce qu'en vrai, ce que ça signifie, si on va au bout de cette transition de modèle, c'est dire qu'il y a que les riches qui pourront se chauffer. Ouais, que globalement dans l'hiver, c'est-à-dire que tout le monde va se regrouper dans des apparts. La plupart d'entre nous, on pourra plus se chauffer, donc on va se regrouper à 16 dans des apparts pour pas avoir froid. Enfin, en tout cas, ça c'est une horizon à 40-50 ans peut-être, le temps qu'on arrive vraiment à la décrépitude de la transition d'un modèle écologique, c'est ça. Voilà. Enfin, énergétique. Pardon. Ouais. Je pense que ça, en effet, c'est ça, c'est l'horizon. De toute façon, si on veut tenir l'objectif des 2 degrés de réchauffement climatique global, il faut qu'on arrive à la neutralité carbone à un moment, parce que c'est ça en fait. Les autres pollutions ne créent pas de réchauffement climatique, c'est ça qui me fait rigoler, parce qu'on met tout dans un même panier aussi. Non, c'est le CO2 qui crée en majorité, et le méthane, enfin et les autres gaz à effet de serre, mais c'est le CO2 qui est le plus produit par notre activité humaine, en fin de compte. Si on veut se tenir à ça, il faut qu'on arrête en fait de cramer du charbon, du pétrole, tout ça. Ouais, il faut surtout que la Chine et l'Amérique arrêtent. Voilà, et en fait, non mais ça c'est la suite du déroulement. En fait, quand on sait que c'est 66% de l'abondance du pacte énergétique mondial qui tient sur le carbone, en gros ça veut dire qu'on signe la disparition de cette énergie-là. Oui. Donc là, tu as 2 choix, c'est soit tu t'arrêtes et tu les remplaces pas, donc ça veut dire qu'en fait t'as 2 tiers d'énergie en moins. Alors là, je peux vous dire que 2 tiers d'énergie en moins, ça va un peu changer les choses. Il va y avoir des très grosses mutations rapides et brutales de la société, si c'est le cas, ou alors il faut les remplacer par autre chose. Bon, on se dirige vers ni l'un ni l'autre, de toute façon. On va continuer à voler du carbone pour le moment. Oui. Qui sera de moins en moins disponible. Qui est de moins en moins disponible, donc de plus en plus cher, donc on va avoir un prix un prix de l'énergie qui va monter. Et surtout, l'évolution démographique, il faut bien comprendre que moi, tel que je vois les choses, comme on en avait parlé avant. Ouais. Conclusion avant que tout le monde, ne faites pas d'enfants. Je sais pas, je suis pas trop. Non, mais après, si tu veux, là. Mais soyez intelligents, n'en faites pas 10, faites-en 1 ou 2 et placez-les bien. Il faut donnez-leur des chances. Voilà, donnez-leur faire partie des préparez-les au monde qui vient. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Parce qu'en gros, on parlait avant l'émission. La courbe énergétique en fait se superpose pratiquement avec les courbes démographiques et d'apport énergétique et de la croissance et voilà. Donc quand cette courbe là, puisque là on vient de passer, pour ceux qui ne le savent pas, le pic c'était il y a un moment, hein. Le pic du pétrole conventionnel c'était en 2009. Le pic pétrolier c'était en 2017. Globalement c'est moi j'aurais dit 2020 mais bon. Ça dépend, mais bref, les estimations des gens. Globalement, ça fait pas une grosse différence. Non, on vient de passer ce pic-là, donc la demande dépasse. Donc ça veut dire qu'il y a 10 ans, on a passé le pic d'extraction du pétrole conventionnel, donc facile à accéder. Voilà, il faut savoir qu'on en a mangé. Ça veut dire qu'on en a mangé la moitié et que le reste va être beaucoup plus dur à extraire. Voilà, et de plus en plus dur. Ça va être exponentiellement dur. Et la demande explose. Et la demande explose tout en même temps. Et ça veut dire qu'il y a quelques années, où là globalement de nos jours, on a passé le pic d'extraction des pétroles non conventionnels, donc qui sont plus durs à aller chercher. Donc là, vers quoi on s'achemine, c'est du carbone de plus en plus dur à aller chercher au niveau du pétrole. Oui, mais donc de moins en moins rentable. Il va falloir qu'on se tourne vers le charbon aussi, du coup, si on veut continuer à faire brûler du carbone. Sauf que le charbon, c'est un apport énergétique qui est dégueulasse. Il y a 200 ans de réserve, je crois. Voilà, on a largement de quoi tenir en charbon. Le truc, c'est que si on brûle tout, on tue la Terre avec. Ah oui, ça c'est sûr. J'ai autant balancer une bombe nucléaire au centre de la Terre, ce sera tout aussi rapide. C'est peut-être même moins violent. Mais je disais oui, c'est que ces courbes démographiques. Le problème, c'est qu'en fait, dès que l'apport énergétique va se casser la gueule. Si tu n'as plus d'énergie, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui Alors, pour moi, il y a 2 solutions. Il y a 2 mécanismes de régulation, quoi. Non, il y a 2 possibilités. Soit, déjà, on arrête de décoder au niveau démographique, mais on choisit un mode de vie qui consomme beaucoup moins d'énergie, qui demande beaucoup moins d'énergie, mais du coup, ce qui n'aura rien à voir avec notre mode de vie actuel.
Soit, et à mon avis, connaissant, on va dire, un petit peu la façon de fonctionner de nos dirigeants, je pense qu'ils choisiront cette seconde option, c'est que 80% de la population mondiale doit disparaître. Ouais. Si tu veux maintenir le même niveau de vie et avoir le même pouvoir. De toute façon, oui, c'est ce qu'explique d'ailleurs très bien Jean-Marc Jancovici dans ses cours. C'est qu'en fait, si tu veux maintenir l'apport énergétique qu'on a là actuellement par tête de pipe, en France, c'est 60 000 kWh qu'on consomme par an, importation incluse. Parce que du coup, en fait, on fait marcher pour nous beaucoup de machines pour. Sans énergie, on ne fabrique rien, on ne transporte rien, on ne peut même pas faire pousser notre propre nourriture à des échelles comme celle-là. Voilà. Il faut bien comprendre ça, ça implique beaucoup de choses, c'est pas seulement les voitures. C'est ce qui a permis, en fait, d'ailleurs, ça se voit très bien dans les courbes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand on a commencé à injecter l'énergie du pétrole partout, qu'on a fait décoller exponentiellement la croissance de la population et du PIB, en fait. Le fait est que quand on pourra plus faire ça, on va perdre ce qui a été gagné, c'est-à-dire qu'en fait, à une époque, avant la mécanisation par exemple, un agriculteur, il produisait suffisamment de nourriture pour lui et une demi-personne. Donc en fait, tu avais un rapport de 1 pour 3 dans la population agriculteur autre. Et en fait, quand on a mécanisé, on est passé à 1 pour 10. Parce qu'un agriculteur pouvait produire suffisamment de nourriture pour 10 personnes. Donc de toute façon, s'il n'y a plus cet apport énergétique-là, il va falloir aller dans l'autre sens. Si on ne le fait pas, il va y avoir une régulation par la démographie. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des famines monstrueuses. Et moi, je pense qu'on laissera faire ça. Je pense que c'est la solution qu'on choisira. Mais je pense qu'en effet, c'est pas celle que je souhaite. Ah non, mais elle est horrible. De toute façon, voilà, personne ne la souhaite, on est d'accord. Mais je pense qu'on va malheureusement s'acheminer vers ça parce que, en fait, la conjoncture politique actuelle fait qu'il n'y a pas d'entente à ce niveau-là au niveau mondial. Parce que va dire à la Chine, qui est actuellement en train tout juste de finir de sortir de son retard, il va dire à tous les autres pays, arrêtez de cramer du carbone comme nous on l'a fait. Vos charbons, votre carbone, faut vous le gardiez. Et vous retournez à l'âge de pierre, merci. Voilà. Comment tu veux faire passer ça? Jamais. Tu ne peux pas. Évidemment qu'ils le font. De toute façon, tu ne pourras pas parce que, en plus de ça, c'est-à-dire que c'est ça qui c'est assez magnifique, c'est qu'en fait, du fait de la répartition des ressources sur la Terre, la Chine a la main sur tout ce qui est terres rares. Les terres rares, ils ont un avantage monstrueux. Voilà, le jour où ils décident de nous envoyer chier, ils le font et ils arrivent à survivre. Et ils sont en train de bien se positionner en Afrique aussi. Et du coup, ils vont vraiment tout récupérer. Quoi. Voilà, exactement. En fait, ils sont en train. Alors, la Chine est en train de préparer. En fait, la Chine a eu une stratégie constante et très intelligente depuis 60 ans. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils ont commencé à se dire on est en retard, on n'arrivera jamais à rattraper le retard dans cette ère-là, il faut qu'on les rejoigne dans celle d'après. Je sais plus qui est-ce qui expliquait ça, mais c'est très intelligent de le dire comme ça. En fait, ils sont partis d'un constat simple qui était que ils n'arriveraient jamais à égaler les États-Unis avec l'état où ils étaient à ce moment-là. Par contre, il faut qu'ils sapent l'accès des États-Unis aux ressources nécessaires pour passer dans l'ère d'après. C'est la même question que tout pays ou toute personne va se poser. Je dois faire pression, je peux jouer mon jeu, quelle carte est-ce que j'ai? C'est exactement ce que Trump a fait. J'ai des ressources. Voilà. C'est exactement ce que Trump a fait. Il a dit si je lance une guerre économique contre la Chine, il faut qu'on soit indépendant en énergie. Je lance le développement des sables bitumineux, quitte à niquer l'environnement dans mon pays sur des dizaines de kilomètres carrés. Enfin, je veux dire, une usine comme ça, c'est mais il faut bien comprendre que de son point de vue, c'est ça ou disparaître. Voilà, exactement. En fait, ça tout dépend de c'est ce que dit très bien d'ailleurs Jean-Marc. Quelles sont tes priorités? Voilà. C'est qu'en fait, il dit on ne fait que des arbitrages entre des avantages et des inconvénients en fonction de la conjoncture et de tout ce qui rentre dans cette conjoncture. C'est toujours ça. Et voilà, et c'est toujours ça. Donc de toute façon, je pense que la Chine est le pays, si on part sur le principe qu'en fait on va passer en mode régulation naturelle, en fin de compte, je veux dire les familles c'est une régulation naturelle, même si elle est provoquée par les humains, je pense que la Chine va être le pays qui va s'en sortir haut la main si on doit passer par ça. Parce que déjà, ils ont la surface pour produire. Ah oui, non, mais ils ont les ressources. Aucun doute, s'il y a un pays qui peut s'en sortir dans le monde, c'est la Chine, c'est certain. Il y a la Chine, l'Inde et l'Afrique s'ils arrivent à s'en sortir. Parce que l'Afrique a la population la plus vivace du monde. La population, mais justement, ils n'ont pas du tout l'infrasstructure et ni la formation, ni l'éducation. Voilà. Ils ont pas. Et les quelques gens qualifiés qui sont corrompus. Mais ils partent d'Afrique simplement. Oui, ou ils partent d'Afrique, ou ils sont corrompus, c'est ce que dénonce
Kémy Séba, je crois il s'appelle. Mais là on parle des dirigeants politiques. Moi, je te parle vraiment des gens qui Oui, techniquement, si tu veux bâtir une société technologique technologiquement suffisamment évoluée, ça, il te faut quand même un certain nombre de techniciens, quoi. C'est Iseult, non, qui a fait un sacré scandale il y a pas très longtemps avec ça. Où elle disait que la France lui a rien apporté, alors que si son père y bossait au. Oui, mais c'est pareil, c'est des gens qui font le buzz. Elle a pris des photos d'elle à poil en les mettant sur le net aussi, tu vois. Ah, tiens, je savais même pas. Oui, c'est pas beau à voir. Mais non, mais si tu veux, c'est jamais beau à voir des gens qui font ça. Mais si tu veux, c'est les filles. Je trouve ça même pas là. Socialement, c'est vraiment là pour le coup, c'est vraiment typiquement bourgeois de gauche, quoi. C'est-à-dire le petit caprice, quelqu'un qui n'a jamais eu de problème dans sa vie, qui en a tout donné, qui a besoin de se créer des problèmes, qui n'a jamais manqué d'argent et qui fait le buzz parce qu'on se crée des problèmes pour exister. Mais tu sais, c'est la fameuse courbe sociétale en U. Tu sais, tu prends n'importe quel, enfin pas n'importe quel, mais tu as plusieurs modèles qui retombent régulièrement et qui sont transversaux dans plein de problématiques. Par exemple, l'intelligence. Tu mets les gens les plus intelligents sur une courbe, tu sais, une courbe de l'intelligence, et la confiance. Tu sais, as ceux qui sont très cons, ont très confiance en ce qu'ils se disent. Ceux qui sont très intelligents ont très confiance en ce qu'ils disent aussi. Et t'as ceux qui sont au milieu, qui se posent suffisamment de doutes. C'est un petit peu le problème, quand t'es entre les deux, t'es suffisamment intelligent pour comprendre que t'es con. Mais c'est ça, je veux dire, voilà, le paradoxe d'être suffisamment... Quelqu'un qui est con est sûr qu'il sait tout, en fait. Voilà, c'est ça. Et ben là, c'est un peu pareil. Quelqu'un de très très intelligent va vraiment avoir suffisamment de réflexion et de base pour savoir qu'il maîtrise à peu près un sujet sans tout savoir. Mais effectivement... mais tout en gardant une dose de doute. Voilà. Et c'est un peu pareil avec... je sais plus sur quoi je voulais aller avec ça. C'est pas grave, ça fait partie du débat des podcasts. On perd le fil de pensée. En même temps, on touche à beaucoup de choses quand on discute. Oui, le fil de la discussion sera peut-être un peu décousu d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on n'est pas... On s'en fout, c'est le principe. C'est de pas essayer justement d'encadrer, parce que il faudrait qu'il y ait un débat vraiment contradictoire là-dessus si on voulait encadrer. C'est-à-dire qu'on se dit 1 heure, on pose cette question-là et chacun répond de sa façon. Mais comme on n'est que 2 et que en fin de compte, on n'est pas si... on fait un peu du BFM TV, si tu veux, en fin de compte. C'est vrai qu'on n'a pas des points de vue tout à fait d'accord sur certaines choses. On n'a pas tout à fait les mêmes... pas les mêmes idées, ni forcément les mêmes sensibilités. Mais on a les mêmes infos et on se met d'accord sur beaucoup de constats, en fin de compte. Oui. Une chose qui est très saine, c'est technique. Mais que personne ne fait. Mais voilà. Je veux dire, il y a un moment où tous les deux on est scientifiques. C'est des sujets où que ce soit ton idéologie, tu peux pas le coller. Voilà, tu peux pas dire que le CO2 n'absorbe pas dans l'infrarouge et que c'est pas ça qui fait l'effet de gaz le réchauffement de l'atmosphère. Voilà, les courbes sont ce qu'elles sont. Voilà, c'est ça. Il y a un moment ou un autre, il y a des données, on peut pas. D'ailleurs, c'est une des limites qu'on s'était dit la dernière fois. Moi, mes limites, c'est les gens qui refusent la science et l'histoire, donc soit qui la réécrivent, soit qui la nient, et ceux qui me refusent le droit de penser et de m'exprimer. Globalement, voilà, c'est-à-dire que ça, c'est mes 2 gros red flags instantanés. C'est-à-dire que comment tu fais ça, j'applique la technique Papacito, je mets un dos à la personne et je m'en vais. Pas je l'insulte, pas je l'attaque, rien. Je dis c'est bon, de toute façon on n'y arrivera pas. Je m'en vais, ça sert à rien, je perds mon temps. Même si ces gens-là, malheureusement, un jour il va falloir les ramener dans le giron du débat si on veut arriver à s'en sortir en tant que société. Je pense qu'on n'y arrivera pas et que c'est la réalité qui les ramènera dans le monde réel. Voilà. Mais de toute façon, la réalité, comme on disait tout à l'heure, est le mécanisme de régulation ultime. Tu sais, on aime penser qu'on a créé des modèles politiques, des choses comme ça, mais non, on a tout essayé, c'est toujours la réalité qui est... Oui, on se prend un mur, et c'est ça qui nous ramène sur Terre. Il y avait quelqu'un qui a dit une phrase qui d'un coup m'a fait tiquer sur un truc. Par exemple, les systèmes économiques, c'est actuellement où... là, actuellement, on imprime de l'argent virtuellement. Et on l'injecte. Parce que en fait, le système qu'on avait créé est un système très bon pour tenir la routine au niveau mondial, j'entends le système productiviste actuel avec tout qui est délocalisé aux endroits où c'est le plus optimisé, etc. Même si ça va bouger parce que de toute façon les niveaux de vie vont augmenter dans ces pays-là et il va y avoir à terme une relocalisation mais forcée. Oui, mais ce sera trop tard de toute façon. C'était pas le vol d'oies sauvage, c'est ça en Asie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on allait dans des pays pauvres, mais ce qui a fait augmenter la Chine délocalise actuellement en Thaïlande. Qui a fait augmenter le niveau de vie, donc on allait dans des pays à côté qui étaient encore moins chers et ainsi de suite. Et au final, c'est vrai que ça a contribué aussi à développer ces pays-là. Voilà, c'est ça. Alors par ruissellement, d'ailleurs, c'est le seul ruissellement et c'est un ruissellement purement cynique. Ça me fait rigoler d'ailleurs parce que le ruissellement est aussi un thème qui revient beaucoup dans toutes les politiques. Le ruissellement géopolitique, le ruissellement idéologique, etc. Et en fait, ça ne marche que par le cynisme, en fait, le ruissellement. Ça ne ruisselle jamais quand c'est pas cynique. Typiquement, quand tu injectes de l'argent dans les grandes entreprises pour dire que ça va relancer l'économie parce que ça va ruisseler, ça ne marche jamais comme ça. Non. Sauf quand les entreprises se retrouvent bloquées dos au mur et doivent le faire. Et dans ce cas, c'est du pur cynisme. Ils te disent oui, non, mais c'est parce qu'on sauve
on sauve la face, enfin ça c'est ce qu'ils font, mais on veut partager, donc du coup c'est du pur cynisme parce qu'ils ont jamais fait ça de leur vie. C'est la première fois où ils se lancent là-dedans. Et tout le monde le sait, donc bon. Oui, enfin tout le monde le sait. Enfin non, mais beaucoup de gens... Tout le monde, au moins les gens s'en doutent, je pense. J'ai l'impression que peu de gens ont d'illusions. Tu parles oui, à la plupart des gens, les gens vont te dire oui, ces gens-là sont des altruistes, ils font ça, ils ont de bonnes intentions. Donc ce que je disais, c'est que du coup, c'est la phrase que ce gars avait prononcée, c'est qu'en fait, ce système-là étant parfait pour la routine, tu le laisses tourner tant que tu es en routine, et en fait, dès qu'il y a un problème, bah, on a un mécanisme de régulation qui permet de faire tenir artificiellement le système, c'est l'impression de dette, mais on l'annule dès qu'on a fini. C'est-à-dire qu'en gros, lui, ce qu'il proposait, c'était du cynisme vis-à-vis de l'artificialité totale du système économique, parce qu'en fin de compte, en fait, l'argent sert à payer des hommes, mais notre limite c'est la nature, et la nature tu peux pas la payer. Donc voilà, il dit bah, quand on a besoin, on a des mécanismes pour faire en sorte que la vie reste vivable pour tout le monde, pour encaisser les chocs dans le système, mais il faut qu'on soit conscient de ça, et conscient qu'en fait c'est purement artificiel. Parce que là, la dette qu'on est en train de créer, la Terre est endettée. À qui on la doit cet argent? À nous-mêmes en fin de compte. Pourquoi il y a un problème? C'est débile. Je veux dire, un problème parce que c'est un moyen de tenir des pays entiers. Oui, alors il y a en effet des influences politiques après. Et c'est pour ça aussi que ça c'était l'un des plus gros hold-up mondiaux. Hein, je veux dire, le fait que les pays ne puissent plus imprimer de l'argent, enfin les pays en Europe en tout cas. Si tu veux dire les que banques centrales peuvent la France plus ne puisse plus emprunter à la Banque de France à taux zéro. Et voilà, exactement. Parce qu'en fait là maintenant on est dans un monde où quand même la Chine détient combien de pourcentage de notre dette déjà? En France, ouais. 20%, je crois. 20%, ouais, voilà. Ouais. C'est vrai que ça, c'est une question qui serait intéressante à poser. Et si tu veux, c'est même pas sur ça que je voulais partir. Mais est-ce que tu vas dire on annule la dette? Bah non. Non. Uniquement par rapport à ta propre. Non, ce qu'il lui disait, c'est qu'en fait, dans ces moments-là, on donne la possibilité aux banques centrales d'imprimer de la monnaie, temporairement, c'est-à-dire qu'on met une date de fin, ou une condition de fin, on va dire, à ça. Pendant ce temps-là, on imprime tant qu'on a besoin pour faire tourner le système à perte, hein, je veux dire, c'est littéralement, c'est bien le problème, c'est pour ça que tu imprimes de l'argent, c'est parce que tu es en train de perdre de l'argent. Et dès que c'est fini, on repasse dans le mode où on était avant, et on annule tout ce qui a été, en fait on fait une parenthèse de manière à faire tourner le truc, puis c'est tout quoi, enfin on est très cynique vis-à-vis de ça. Non, moi ce que je disais c'est que par exemple, au lendemain de Lehman Brothers et de la crise de 2008 des subprimes, on a renfloué les banques. Elles se sont renflouées en empruntant à taux zéro. Nous la France, quand on a des dettes qu'on doit payer, enfin quand on a besoin d'argent, on emprunte sur les marchés financiers, pas à taux zéro. Donc, la France, quand elle a eu à se remettre de la crise, des conséquences de la crise de 2008, auquel elle était, je veux dire la France en tant qu'État et en tant que peuple, on était étranger à tout ça, à tous ces mécanismes. On a dû emprunter nous, parce qu'en fin de compte c'est un poids de la dette qui pèse par tête de pipe en France, hein, pas à taux zéro, donc à 3%, alors que les marchés financiers, eux, se sont refinancés à taux zéro. Donc on est quand même dans un monde où les marchés financiers qui font n'importe quoi avec de l'argent sont complètement déconnectés de la réalité et manipulent des sommes qui ne sont même pas appréhendables par l'homme, sont plus dignes de se financer à taux zéro que les États qui bossent théoriquement pour l'intérêt commun. Oui. C'est quand même une conclusion monstrueuse. Parce qu'ils ont le pouvoir. Voilà, exactement. C'est quand même... le pouvoir n'est plus en politique, il est dans la finance. Hein. Exactement. C'est là où tu te dis quand même qu'en fait, on vit dans un monde fantoche. On vit dans une commedia dell'arte dont on est les acteurs insouciants et un peu ignorants, en fin de compte, pour beaucoup, je pense. Parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à ce genre de sujet. Non, parce que c'est pas des sujets simples, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts à comprendre. Quand tu abordes ce genre de sujet et que tu n'es pas du tout familier de cela. Exactement, puis quand t'as pas de méthode, nous deux on a tapé Bac+8, donc on est passé sur les bancs de l'université, on s'est bouffé des bouquins de sciences, on s'est bouffé des méthodes à la con. Oui. En fin de compte, sur le moment, on disait pourquoi on apprend ça, c'est débile, mais ça nous apprend quand même en fin de compte à penser et à avoir une pensée structurée. C'est la méthode, après ça dépend de ce que tu as fait, mais en général, c'est... je comprends pas, si tu passes des études comme ça veut dire que tu es capable de chercher, de débrouiller tout seul, d'aborder des thèmes... Quand tu es lancé sur un concept que tu ne connais pas, t'as pas peur, t'es pas perdu. Quand tu rentres en thèse, tu vas aborder des sujets que tu n'as probablement jamais vus. Sur lesquels t'es pas formé, tout ça. Et personne va venir te donner des cours, donc c'est à toi de te débrouiller, d'apprendre et de devenir maître d'un sujet. Ouais. Donc du coup, c'est sûr que de ce point de vue-là, c'est pas un état d'esprit, c'est pas des compétences que tout le monde a pour aborder ce genre de sujet. Est-ce que ces formations-là, enfin,
Ça dépend si tu. Ça te met le pied à l'étrier. Ça dépend si tu parles d'école, tu vois, ou d'université. À l'université, je suis pas certain que ce soit eux qui nous l'aient appris. C'est simplement que c'est fait par le tri en fait. Si tu veux t'en sortir, faut déjà avoir cette mentalité-là. C'est possible que ce soit ça aussi, on est d'accord. Mais ce soit peut-être juste un révélateur de capacité qui était déjà là. Alors ceci dit, tu apprends et tu à maîtriser des outils qui sont utiles. Voilà, je veux dire, on a quand même acquis une culture et des compétences qui nous servent et qu'on peut réinjecter là-dedans. Le traitement des données, les maths, les statistiques, tout ce genre de choses, je me serais pas amusé. Personne ne sait ce qu'est un test student dans la population générale. Pourtant, quand nous on le lit, on se dit qu'en fait c'est un test de cohérence pour savoir si ce que tu fais est vraiment intéressant ou pas. Je veux dire, ça te met dans la tête qu'il y a des moyens de vérifier que ce que tu fais est intéressant ou pas. Déjà, rien que ça, c'est une possibilité d'avoir ça dans ta tête que peu de gens ont, je pense, en fin de compte. Je veux dire, si on réfléchit très globalement sur 70 millions d'individus en France, à peu près, je crois. Oui, mais il y en aura de moins en moins, parce que même ceux qui ont les capacités... oui, parce qu'on tire vers le bas, en plus. Les capacités intellectuelles au départ, il faut bien comprendre quand même qu'on peut le faire, parce qu'on nous a quand même fourni des outils de base, une façon de penser, une méthodologie, quand on était jeune. Exactement. Moi, mes parents m'ont sorti la maternelle, j'ai dit, parce que c'était une catastrophe, et ils m'ont collé dans le privé. Oui. J'ai eu quand même une éducation correcte. Alors, moi je suis un pur produit de l'éducation nationale et de l'école de la République. Oui mais si tu veux, l'école en banlieue, l'endroit où je me trouvais, c'était vraiment déjà le guerre. Et oui, bah oui. Donc, mais c'est ça qui est marrant. En gros, mais vas-y. La raison, ce qui fait qu'en une semaine je suis passé du public dans le privé, c'est qu'un matin en allant à l'école, enfin au maternel du coup, et de ça, je leur ai demandé un couteau, quoi, j'avais 5 ans. Oui. Je dis, mais maman, comment est-ce que je vais me défendre si j'ai pas de couteau? Oui, ça t'était déjà arrivé à l'idée. Ouais, non, mais c'était la vérité que je vivais, quoi. Ouais. Et là, ils ont choisi, ils se sont dit, ouais, on est quand même républicain, mais on va peut-être faire quelque chose quand même. On va quand même le coller dans le privé. Je veux dire, bah oui, il y a un moment où. C'est ce que vivent énormément de gens aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Et je les remercie de l'avoir fait parce que je serais pas. Je pense pas que j'aurais fait un doctorat. Non, voilà. C'est-à-dire que. J'aurais pas le même niveau d'intellectualité, oui, parce que j'aurais pas eu les outils en fait. Ouais. Tu as un certain niveau intellectuel au départ, ça, tout le monde est. Il y a ça, mais c'est-à-dire que si tu n'as pas les outils qui vont structurer, de langage déjà, la façon, si tu comprends pas le langage que tu utilises, si tu n'as pas. C'est pour ça, je pense que d'ailleurs tous les gens balancent des mots comme génocide, tout ça en ce moment, très facilement. Tu vas balancer ça, mais si on ne t'a pas donné tout ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens aussi qui se mettent en colère parce que ils n'ont pas les moyens de répondre. Je vais faire une digression d'ailleurs par rapport à un article qui a un mois ou deux. Ouais. C'était sur le recrutement de la police en Île-de-France. Oui, 4 de moyenne, c'est ça? En gros, à une époque, il fallait 12 de moyenne. Ouais. Ils ont baissé à 8, voire même à 6. Je sais pas, c'est terrifiant. Ouais, en sachant que les mecs nous disent que ça, c'est du niveau. CM2. C'est du niveau collège. Voilà. Du niveau collège. Et ils disent qu'en plus de ça, même la moyenne minable qu'ils ont, parce qu'il y a 8 de moyenne peut-être, ils disent, mais c'est à mettre en parallèle avec le fait qu'il y a énormément de gens surdiplômés avec la crise Covid qui se sont mis quand même à venir chez nous. Donc le niveau est terrible. Ils disent en fait on est confronté à un nouveau problème qu'on n'avait pas jusque-là. C'est qu'en gros les gens qui vont en Ile-de-France c'est les derniers du concours. Oui, c'est ceux qui n'ont pas les parce que personne veut aller en tant que fille bosser dans les cités. Mais tu vois, et puis on est en train de y revenir, mais c'est une politique débile. D'Île-de-France, mais en gros c'est ça, ils disent. Et je pense que de plus en plus on va avoir des gens comme ça qui n'ont pas le niveau, c'est même pas écrit parce qu'ils sanctionnent plus l'orthographe et compagnie, mais ça aujourd'hui c'est terrible. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus le niveau cognitif nécessaire pour répondre à quelqu'un par des arguments, donc ils s'énervent trop facilement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est une des raisons pour lesquelles les débats sont si compliqués. T'as beaucoup de gens à qui on n'a pas appris à donner un argument, thèse, antithèse, synthèse, réfléchis à ce que tu veux dire, balance-toi des idées préconçues. Et dès que tu essaies d'aller un peu plus loin, que tu leur dis oui mais là ce que tu dis c'est pas cohérent parce que ça. Et en fait tu te rends compte qu'ils n'ont jamais réfléchi à ça. Et du coup ils ne savent pas répondre parce qu'effectivement c'est quand même un entraînement aussi, c'est-à-dire que oui, se laisser vivre dans le doute, c'est un entraînement. C'est rarement inné de tout savoir. De savoir répondre à un débat, de savoir argumenter, ça s'apprend. Oui. Et si tu as affaire à quelqu'un qui a subi une éducation nationale, par exemple actuelle, parce qu'il faut être costaud quand même dans certains coins pour s'en tirer. Ouais, c'est ça, ça dépend vraiment le type va s'énerver parce qu'il va se sentir frustré parce qu'il ne pourra pas te répondre. Oui, c'est un mélange de frustration vis-à-vis de ton incapacité. Parce que perdre un débat en général ou se faire humilier en débat, c'est pas agréable. Non, c'est ça. Exactement. Donc on est d'accord que de toute façon, si on se dit que la proportion de gens qui réagissent comme ça augmente,
On va dire que en fait, c'est que tout ce qu'il y a entre le spectre, entre les gens qui font du débat et eux, augmente aussi. C'est-à-dire qu'il y a une répartition qui est en train de changer. Oui, mais c'est évident. Et c'est évident, non, mais je suis tout à fait d'accord. Donc du coup, c'est avec des gens qui sont répartis sur ce spectre-là du débat, enfin de la capacité au débat, on va dire, et donc à la décision éclairée en fin de compte, parce que le débat n'est qu'un moyen, qu'on va devoir arriver à gérer un monde qui se complexifie et qui se contracte. Et de manière particulièrement vicieuse. Parce que l'écologie a ce problème-là, d'ailleurs, je pense que c'est l'un des gros problèmes qui fait qu'on s'y intéresse. Enfin, c'est l'une de ces caractéristiques qui fait qu'on ne s'y intéresse pas. C'est qu'en fait, l'écologie n'a pas d'effet immédiat, c'est pas des explosions, c'est pas des feux de forêt instantanés, tu vois. Les feux de forêt deviennent plus fréquents. Mais moi, les sujets qui m'inquiètent sur l'écologie, c'est pas tellement le réchauffement climatique, c'est d'autres problèmes en fait. Non, mais il y en a plein. Enfin, je veux dire, t'as le septième continent, pollutions chimiques. La pollution chimique des eaux, le 8e continent. De plastique qui se balade au Pacifique. Si les gens ne savent pas, il y a un continent grand comme 4 fois la France, je crois, de plastique pays qui se libère, qui est en train d'être créé au milieu du Pacifique à une confluence de courants et qui est en fait une espèce d'immonde. Voilà, ce genre de pollution pour moi c'est beaucoup plus. D'ailleurs là-dessus, si tu veux, j'ai vu il y a un moment. D'ailleurs maintenant, il faudrait refaire un check-up là-dessus. Une chercheuse australienne qui avait découvert qu'en fait cet endroit-là était devenu un espèce de bassin de tests biologiques et de mutations. Et elle avait découvert un organisme, je ne sais plus si c'était un ver ou quelque chose comme ça, qui avait développé un arsenal enzymatique pour décomposer tous les plastiques qui existaient. D'accord. Oui, l'espèce il suffit que cette mutation soit un avantage dans le milieu, donc ça va se répandre. Exactement, oui, parce que là en l'occurrence, c'est-à-dire qu'en fait cette zone-là est une zone qui est blindée de plastique, donc c'est une eau qui n'est pas navigable pour beaucoup, ni habitable pour beaucoup d'espèces. Qu'en fin de compte, les seules espèces qui arrivent à en tirer de l'énergie se retrouvent à être majoritaires là-dedans, parce qu'en fait c'est les seules qui y vivent. Mais en fait, elle, ce qu'elle voulait faire, c'était étudier ça pour arriver à trouver une solution justement pour dépolluer les eaux. Donc comme quoi, en fait, paradoxalement, la nature va être l'alpha et l'oméga de cette crise globale qu'affronte l'humanité en ce moment. Mais ça peut aussi être notre meilleur allié dans l'alpha et l'oméga de cette crise. Donc voilà, c'était une petite note d'espoir comme ça qui fait jamais de mal. C'est bien d'être optimiste. Non, je pense pas être optimiste. Sur ces sujets-là, je peux pas l'être en tout cas. Parce que quand on voit que, en fait... la nature humaine a piraté ces débats et les a minés bien avant qu'ils puissent être vraiment menés. C'est déjà une preuve qu'en fait on n'a pas envie de le régler. Bien sûr qu'on n'a pas envie. Parce que et que du coup il y a parce que typiquement l'industrie du pétrole avait déjà les chiffres du réchauffement dans les années 80 je crois. Et ils avaient enterré le rapport en question, surtout pas publié. Quel que soit le problème, tous les domaines, l'humain ne fait, contrairement à, on peut le broder après, on le raconter historiquement, c'est jamais, on n'a jamais, rien ne se fait par des idéaux ou parce qu'on décide de bâtir un grand projet comme ça sans raison, c'est toujours la contrainte ou l'intérêt qui prime. Exactement. C'est tout. C'est ça. C'est les deux seules choses qui peuvent nous les deux mécanismes d'évolution du monde qui sont de toute façon toujours présents, c'est la contrainte et l'intérêt. Et je crois pas du tout que ça changera ou qu'on changera là-dessus. Bah de toute façon, si on avait dû changer, on l'aurait déjà fait, je pense. Parce qu'on est passé quand même par beaucoup de périodes, les Lumières, etc. Nous en France, mais je veux dire, il y a eu des équivalents partout dans le monde, hein, je veux dire. Enfin, la Révolution française, c'est pas des grandes idées, le peuple qui s'est levé, machin. C'est le peuple qui avait faim. C'est 3 ans de famine et quelques idéologues, c'est tout. C'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un débat qui est passé sur une chaîne YouTube que je suis en Amérique qui s'amuse à reprendre des morceaux de tous les débats qui sont dans les universités comme ça et de les publier sur sa chaîne pour qu'on puisse les voir passer. C'était un débat où justement quelqu'un disait qu'en fait pour toute révolution il y a une espèce de colère, une espèce de potentialité de révolution dans lequel les gens peuvent taper, enfin les bonnes personnes peuvent taper pour lancer cette révolution en fait. Et que toute révolution ne se fait pas sans ce terreau de potentialité. Et c'est vrai qu'en fait, à la Révolution française, le terreau c'était la famine due à des hivers rigoureux qui avaient fait que les gens n'avaient plus rien à manger. Plein de facteurs. Hein. Là, le pourcentage de jeunes dans une population joue. Oui, en fait ça c'est ce qui va permettre de faciliter ou non
En fait, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est pas parce que t'as une famine dans un système contraint que ça va lancer une révolution, on est d'accord. Non, mais ça va augmenter les chances d'en avoir. Mais voilà, ça va augmenter les chances jusqu'à ce qu'en fait l'addition de plusieurs facteurs dépasse un seuil et ça va se lancer. Oui. Donc c'est pas un mécanisme prédictif, parce que tu peux jamais prévoir en fait quand est-ce que les mais conditions. si tu as une accumulation de tellement de facteurs que tes chances montent à 90%, Voilà, tu peux juste te dire. je peux quand même te dire que ça pue. Quoi. Ça devient dangereux, exactement. En tout cas, ça devient dangereux si tu veux l'éviter. Moi personnellement, je ne serais pas contre le fait d'éviter. Enfin, je serais contre le fait d'éviter une révolution. Oui, parce que aujourd'hui ce serait une boucherie et ça partirait dans tous les sens. En France en tout cas. Oui, voilà, c'est-à-dire que alors, tout dépend du mode de révolution qui est choisi en effet, mais si on devait partir sur une révolution armée, je pense que ce serait une boucherie en effet. Parce que va y avoir l'inconvénient, c'est qu'en fait, je sais pas, tu l'as vu la lettre des 1000 militaires et des 20 généraux qui est passée pour Je l'ai dire. pas lu, je l'ai vu circuler partout. Visiblement, je l'ai lu, moi, contrairement à ce qu'ont dit beaucoup de journaux, visiblement c'était pas un appel à la coup d'État. Quoi. Non, mais non, c'est un appel au retour du courage dans notre politique. Oui, ça malheureusement il faudra les chasser. C'est pas une lettre qui va les. C'est bien le problème en fait, c'est que voilà, donc c'est des généraux quand même, c'est tous des généraux décorés. C'est peut-être une façon des hauts gradés, etc. Pour des retraités de l'armée de faire passer le message des gens qui sont toujours actifs et qui eux ont un devoir de réserve et n'ont pas le droit de s'exprimer. Je pense qu'il y a en effet. C'est peut-être un avertissement pour leur. Mais il y a des gens encore en réserve, il y a des gens encore en service qui. Donc encore sous le coup du devoir de réserve, qui ont signé. Eux prennent des risques. Oui, eux prennent des risques, oui, clairement. Quand on sait que Macron a viré 3 généraux quand il est arrivé parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, tu te dis bien que voilà. Et c'est bien le problème en plus, c'est que ces gens, je veux dire les gens dans l'armée, du coup c'est ce qu'ils disent dans la lettre, c'est que eux ce sont des gens qui ne refusent jamais de mettre leur vie en danger pour réaliser leur rôle qu'ils ont choisi dans la société qui est de la défendre en fin de compte. Simplement du coup ce qu'ils demandent en échange c'est qu'on respecte leur sacrifice et leur prise de danger constante et qu'on s'attaque justement au sujet. En fait c'est ce qu'on appelle c'est une mise de pied dans le plein, je veux dire, sauf